Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans le cadre de Ils ont osé, une interview avec Sophie Noquin qui a osé justement et que j'ai rencontrée dans le cadre de la Z, l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, et où on a eu la chance de pouvoir échanger plusieurs fois et je trouve son parcours très intéressant, très inspirant. Donc bienvenue Sophie. Mais déjà, merci beaucoup Anne-Chantal pour ton invitation. On a eu l'occasion, comme tu viens de le dire, de se croiser un certain nombre de fois et plus on se rencontre, plus on se croise, plus on échange et plus je me rends compte à quel point on a des points en commun et à quel point, quelque part, le fait d'arriver à cette interview était une évidence, step by step, rencontre après rencontre. Donc voilà, vraiment merci à toi. Je suis vraiment honorée d'être là avec toi aujourd'hui. Oh, eh ben, merci beaucoup, Sophie. Ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire. Et oui, c'est vrai que nous nous découvrons petit à petit, aussi dans le cadre de la montagne, hein, puisqu'on rejoint comment dire, la communauté de Polo Pironnet l'été, et c'est l'occasion d'échanger je dirais, de manière un peu plus hors cadre professionnel, hein, sur la vie en général. Et c'est vrai que nous nous apprécions de plus en plus. Voilà. Donc, Sophie, pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas, en quelques mots, qui es-tu? Alors, en quelques mots, c'est toujours ça le grand challenge, hein, c'est en quelques mots, parce qu'on est Oui. tellement multiples, plus on se Mhm. connaît, plus on se découvre, plus on se dit qu'on est plein de choses en même temps. Donc, aujourd'hui, en quelques mots, si je devais me définir un peu de la façon la plus classique qui soit, c'est je suis une femme passionnée et coach. Donc, aujourd'hui, j'accompagne essentiellement des personnes qui se lancent en business, à structurer leur offre, à prendre confiance aussi en elles. Donc, c'est vraiment tout ce qui a à voir avec le fait d'oser un moment, on est dans le thème évidemment ici avec cette interview, mais d'oser un moment vraiment montrer qui on est et ce qu'on peut apporter à ce monde. Alors, peut-être parfois d'abord à un individu à la fois, mais aussi de façon plus large. Et puis aussi, étant tellement passionnée par le développement humain, j'ai décidé d'ouvrir ma propre école de coaching, donc voilà, qui va voir le jour dans quelques semaines maintenant. Donc voilà, je suis aussi maintenant formatrice pour les futurs coachs qui veulent aussi se lancer en business. Eh bien, en tout cas, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour cette école de coaching. Et puis, tu me partageras les liens. Comme ça, je pourrai les mettre en introduction de cette vidéo pour les personnes Avec qui souhaiteraient te rencontrer et peut-être partir dans du coaching. Moi, ce que je connais de toi, Sophie, c'est que tu n'as pas toujours été coach. Tu as eu une vie avant d'être coach. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu faisais à ce moment-là? Alors, j'ai eu même plusieurs vies avant d'être coach. Donc, petite parenthèse aussi, c'est que je suis aussi la maman de deux grands jeunes gens. Donc, j'ai un fils qui a maintenant 19 ans et une fille qui aura 23 ans dans quelques jours. Donc, ça fait partie aussi pour moi de qui je suis et ça fait partie aussi de mon parcours, mon histoire de maman. Donc, avant, j'ai eu pour moi deux grandes casquettes. La première, c'est enseignante. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans l'enseignement en Belgique, puisque je suis belge, et donc avec des ados. Et aussi, j'ai une entreprise qui a vécu bien et puis moins bien pendant 5 ans. Donc, c'est une aventure entrepreneuriale qui a duré 5 ans et qui s'est soldée par une faillite fulgurante. Et donc, voilà, moi, là où j'en suis aujourd'hui, en fait, c'est assez amusant, mais c'est quelque part le mix de ces deux-là. C'est à la fois l'enseignante qui transmet, qui aide à grandir, et en même temps l'entrepreneur, la femme entrepreneur qui aime vraiment être aux commandes, qui aime créer, qui aime innover, qui aime proposer des nouvelles choses. Donc voilà, mon histoire, en fait, c'est le mix de ça. Donc d'abord l'enseignement. Ensuite, il y a eu cette aventure entrepreneuriale de 5 ans qui s'est soldée par un échec. Je suis retournée dans l'enseignement. Et puis effectivement, là où toi et moi, on s'est rencontrés, c'était en 2018. Non, oui, si, c'était en Oui, oui, 2018. en 2018, oui. Les choses se sont mises en place progressivement jusqu'à ma posture de coach vraiment à temps plein qui a commencé en 2019. Donc ça, c'est un bref résumé de où j'étais avant. Eh ben, écoute, je trouve ça très intéressant. Tu vois, je découvre quelque chose. Je ne savais pas que tu avais eu une entreprise. Peut-être, qu'est-ce que tu faisais? Quel était le thème de cette entreprise? Et surtout, quels sont peut-être les apprentissages que tu as tirés de cet échec, hein, c'est les mots que tu as utilisés, parce que je pense qu'il y a certainement beaucoup d'apprentissages qui pourraient être porteurs pour les personnes qui nous écoutent.
Exactement. Alors déjà, ce que ça m'a appris, cette expérience-là, dans un premier temps, c'est que ça m'a vraiment connecté à la posture d'entrepreneur. C'est là que je me suis rendu compte que ma voie, c'était celle-là. Je ne me serais jamais lancée dans cette aventure avec mon état d'esprit d'avant. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer créer une entreprise. Et puis là, c'est un peu les circonstances, ce sont les rencontres qui m'ont amené à développer ça à ce moment-là. Donc, ça m'a vraiment permis de me connecter à ce potentiel de créativité, à cette capacité aussi à toujours aller chercher des solutions là où un problème émerge. Je me suis rendu compte que j'avais très vite cette capacité à switcher et à aller chercher comment on fait pour sortir de là quand les choses ne se passent pas bien ou quand les choses sont trop lentes, que ça résiste. Ben, voilà, vraiment, ça m'a amené en fait à cette connaissance de moi sur cet aspect-là. Après, il y a eu la partie, comme tu dis, échec, que j'appelle comme ça aujourd'hui, même si c'est un échec qui, pour moi, a été le point de départ de tout mon changement de vie. C'est vraiment après cette faillite, après avoir tout perdu, parce que j'ai vraiment tout perdu. Donc, c'était une faillite entrepreneuriale, mais en même temps, c'était le début d'un endettement personnel, puisque à l'époque, quand j'ai démarré l'entreprise, j'avais dû me porter caution personnelle pour des emprunts. Et quand on est caution personnelle, bah évidemment, ces dettes-là ne partent pas dans la faillite. Donc, ça veut dire que pendant 4 ans, j'ai remboursé, et ça m'a mis dans une situation vraiment très bloquante à bien des niveaux. Donc, ça m'a obligée aussi à revenir à moi et à regarder qui j'étais et à regarder comment j'avais fait mes choix par le passé. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, tous mes choix par le passé, c'était toujours fait à partir de l'extérieur, à partir de quelqu'un d'autre. Donc, systématiquement, je suis arrivée dans l'enseignement suite à une proposition qui m'a été faite. Je n'avais jamais eu l'idée, moi, de devenir enseignante. J'avais démarré d'abord comme éducatrice, d'ailleurs, donc c'est une proposition qui m'avait été faite. J'avais dit, OK, j'étais maman avec ma fille qui était très jeune et je m'étais dit, waouh, ça va être cool, j'aurai les mêmes congés scolaires qu'elle. Donc ça a été, c'est la façon dont je suis arrivée dans l'enseignement. Puis la deuxième étape, c'est qu'autour de moi, j'avais beaucoup d'enseignants, même si moi j'étais éducatrice, et je me suis dit, waouh, mais ça a l'air tellement plus cool pour eux que pour moi, parce qu'en tant que prof, une fois que tu fermes la porte de ta classe, tu fais ce que tu veux avec tes élèves, voilà, tu as beaucoup plus d'espace de liberté par rapport à mon poste d'éducatrice, où là, je me sentais tellement soumise aux demandes de la direction, des parents, je ne me sentais pas assez libre. Donc là, une nouvelle fois, j'ai vu à l'extérieur un truc qui me parlait, je me suis dit, ah ben moi, je vais faire ça. Donc j'ai quitté l'enseignement, j'ai repris 3 années d'études quand j'avais 30 ans. Et puis là, je suis retournée dans l'enseignement, non plus en tant qu'éducatrice, mais en tant que prof. Et ensuite, j'ai fait une rencontre, quelqu'un qui m'a dit, ah, on n'ouvrirait pas un autre commerce ensemble, est-ce qu'on ne développerait pas notre propre business? OK, donc j'ai quitté l'enseignement et là, je suis partie développer ce business-là avec cette personne qui s'est soldée par l'échec le plus cuisant de ma vie. Et là, à un moment, je me suis dit, bon, et si tu arrêtais de courir dans tous les sens et si tu commençais à te demander qui tu es et ce que tu as envie de développer, mais non plus à partir des autres, mais à partir de toi. Donc ça, c'est la première chose que cet échec m'a appris, c'est à m'arrêter et à commencer à me poser des questions à partir de l'intérieur. Donc ça a été pour moi vraiment le tournant quand la vie, à un moment, te précipite dans le chaos. Ben, soit tu continues de te débattre et tu continues de te dire que tu n'as pas de chance, que c'est la faute de machin, que c'est bon, tout ça, c'est contre toi, ou bien à un moment, tu finis par te dire, bon, et si finalement le dénominateur commun, tout ça, c'était systématiquement moi, que je commençais en fait à aller voir qui je suis pour apprendre à faire des choix d'une façon qui soit beaucoup plus cohérente avec mes vrais besoins, avec ce qui va me permettre aussi de me sentir à ma place sur le long terme. Parce que si je changeais en fait à chaque fois comme ça, c'est parce que je ne me sentais pas tout à fait à ma place là où j'étais, sinon je serais restée évidemment. Donc voilà, moi c'est un des premiers enseignements que m'a appris cet échec-là, c'est bon, les choix, ils ne sont bons que si on les fait à partir d'un espace intérieur et d'une vraie connaissance de soi. Alors, je pense que j'aimerais que les gens retiennent vraiment ça parce que je pense que c'est vraiment, quand tu disais je cherchais des solutions, mais c'est la solution souvent à nos difficultés existentielles, hein, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et tu as aussi dit quelque chose d'important, c'est que ça demande de s'arrêter. Exactement. Ce n'est pas évident dans notre société où on est un peu dans le, comment, dans la, je sais pas comment dire ça. Il y a une forte suggestion de s'agiter, de faire, d'être dans le faire, d'être dans l'action. Et quelque part, ça, justement, ça nous pousse à aller chercher à l'extérieur au lieu d'aller voir ce qu'il y a là à l'intérieur. Et ça, c'est une clé essentielle pour moi, vraiment. Merci de la mettre si bien en évidence, Sophie. Donc, moi, ce que je vois, c'est que tu as passé 2 fois, en tout cas du salariat à l'entrepreneuriat. La première fois, plus
une opportunité qui est venue, tu t'es pas trop posé la question de savoir si c'était fait pour toi ou pas. La deuxième fois, avec plus de conscience. Euh, quelles sont, si tu devais donner des clés au-delà de s'écouter soi-même, mais qu'est-ce qui t'a laissé donner le courage de laisser tomber le salaire qui tombe tous les mois, qu'on croit qu'il y a une sécurité. Je crois que maintenant, avec les 2 ans de Covid, les gens se sont rendus compte que c'était peut-être pas si sécure qu'on croit, mais en tout cas, pour devenir recommencer dans l'entrepreneuriat. Oui, parce qu'en plus, en ayant vécu un premier échec dans l'entrepreneuriat, évidemment, tu imagines que tout mon entourage me disait, mais t'es folle en fait, pourquoi tu repars encore? Pourquoi tu quittes de nouveau pas cette liberté, cette sécurité? Parce que j'étais retournée dans l'enseignement, j'aurais très bien pu finir ma carrière là-bas. J'étais sécurisée, c'était OK, en plus les congés scolaires, enfin bon, voilà, il y a quand même une idée en plus assez idéale de la vie d'un prof. Tu en sais quelque chose? Pour ceux qui n'ont pas été profs, Voilà, exactement. Donc, pour ceux qui n'ont pas été profs, ils voient toujours ça comme étant le boulot qui te permet d'être tellement heureux, tellement épanoui, parce que tu as plein de congés. Bon, ok, super, sauf qu'à un moment, on a besoin d'autre chose aussi que d'être en congé. Et donc, en plus, j'avais une pression de l'extérieur parce que je m'étais moi-même mise dans la merde, parler très clairement par rapport à ce que j'ai vécu. J'avais embarqué mes enfants là-dedans, parce qu'à l'époque, mes enfants étaient quand même beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui. Donc là, c'était la fille qui s'est cramée, qui retrouve enfin de la stabilité, de la sécurité et qui se prépare de nouveau à se reprécipiter, peut-être la première, dans cette voie. Donc, autant dire que du courage, il m'en a fallu. Alors, qu'est-ce qui fait que je l'ai eu? Mais pour moi, c'était vraiment le sens. C'était le fait d'avoir tenté tellement de trucs dans ma vie, parce que bon, là, j'ai fait un raccourci, OK, 15 ans dans l'enseignement, mais avant ça, j'ai fait des tas de jobs de vendeuse, de machin, enfin, j'ai vraiment fait pas mal de trucs dans ma vie. Toujours à courir après quelque chose, je ne savais même pas après quoi je courais en réalité. Et puis, cette période-là pendant laquelle je me suis arrêtée. Mais je me suis arrêtée vraiment à la rencontre de moi-même. Et donc là, c'est les 4 années pendant lesquelles je suis retournée dans l'enseignement par nécessité. Et donc là, ça a été pour moi cette période tampon qui m'a obligée à me regarder et qui m'a aussi obligée à voir au cours de ma vie quelles étaient les périodes au cours desquelles, même si parfois je m'étais précipitée dans des choix qui n'étaient pas les bons d'une façon globale, mais où néanmoins, il y avait quand même toujours eu des petites choses qui étaient plus évidentes là que là, que là, que là, que là. Et pour moi, une chose qui était vraiment claire, c'est que l'épanouissement que j'avais connu dans ma posture d'entrepreneuse, donc sur ma première activité, c'est un endroit où je m'étais jamais sentie aussi utile dans ma vie que là. Et donc là, c'était quelque part, bon, bah, tu as la possibilité soit effectivement de te sécuriser, de sentir que quoi qu'il arrive, même que tu ailles bosser ou que tu n'ailles pas bosser, c'est OK, ton salaire, il va arriver, tu peux t'acheter toutes les maisons que tu veux parce que les banques vont te suivre, tu as vraiment cette stabilité d'emploi, il ne peut rien t'arriver. En plus, dans l'enseignement, clairement, il faut vraiment aller très loin pour un moment perdre son emploi. Et en face de ça, tu as cet endroit où tu t'es senti tellement utile, tellement dans la contribution, tellement à rendre les gens heureux, ce que je ne vivais pas dans l'enseignement, parce que moi, ma façon d'avoir vécu mon boulot de prof, c'était on nous entasse avec des gamins dans une classe, on nous oblige à rentrer dans des cases, à cocher des cases, à satisfaire à des attentes, à obtenir des résultats fin d'année, parce que les gamins doivent réussir, toi, tu dois amener tes gamins à réussir leurs examens, mais les conditions dans lesquelles ça va se passer, ben, vas-y, accroche-toi. Et donc, moi, je ne me sentais pas du tout en train de faire le bien avec ces jeunes-là. Je me sentais juste obligée de satisfaire à des attentes extérieures d'un gouvernement, d'un programme. Et moi, je ne me sentais pas dans cette sensation vraiment de servir à quelque chose. Ouais. Et en comparant les deux, là, OK, j'ai la sécurité, mais en même temps, ça rime à quoi ce que je fais? Et pour moi, c'est ça, c'est l'absence de sens, c'est le fait de me dire, mais, et d'ailleurs, ça s'est manifesté aussi dans mon énergie. J'ai jamais eu autant de douleurs au ventre, j'ai jamais eu autant de problèmes médicaux, j'ai fait des débuts de burn-out. Alors, je ne vais pas dire que je suis complètement tombée en burn-out parce que je m'arrêtais, je prenais des certificats médicaux, j'étais incapable d'aller travailler. Ça a été terrible, en fait. J'étais vraiment dans de la résistance face au manque de sens sur ce que je faisais. Et oui, évidemment, il y avait à côté de ça, bon, d'accord, là, tu vas lâcher ton truc, mais en même temps, est-ce que tu as vraiment envie de revivre aussi cette insécurité? Et ce qui m'a permis d'y aller, ça a été de me dire, bon, tu t'es cassé la figure une fois et finalement, tu t'en es quand même sorti. Finalement, tu as quand même réussi à trouver des solutions. Mais en même temps, tu t'es senti tellement à ta place, tellement dans ce pourquoi la vie t'a mise ici,
que tu ne peux pas, au nom d'une pseudo-sécurité qui, de toute façon, ne te permet quand même pas de savourer la vie telle que tu veux, parce qu'en général, ce qu'on dit, c'est oui, mais on est quand même plus heureux quand on a sa maison et qu'on peut partir en vacances. Oui, sauf si dans sa maison, quand on s'y retrouve, on tourne en rond, on se demande ce qu'on fait là, on n'est pas connecté à la joie tous les jours de se lever. Enfin, moi, c'est ça que je voulais vivre, en fait. Et donc, ce qui m'a permis vraiment de refranchir le pas, c'est cette vibration intérieure que j'avais connue quand j'étais à la tête de mon entreprise et de me dire tous les matins, waouh, mais je sais exactement pourquoi je me lève. Ouais. Et je me levais avec une énergie. Je n'ai pas été malade une seule fois sur 5 ans, même si j'ai vécu des difficultés. Mais pas une seule fois, j'ai eu besoin de m'absenter du boulot parce que je n'étais pas bien. Pas une seule fois en 5 ans. Alors que dans l'enseignement, je le sentais que j'allais vraiment contre quelque chose qui n'était pas bon pour moi. Ouais. En tout cas, dans ce que j'entends de ce que tu nous dis, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de tes valeurs Oh, mais qui clairement. n'était pas nourri du tout dans l'enseignement et finalement, tout ton corps te le montrait. Parce que quand on frôle le burn-out, quand on a des difficultés de digestion, enfin, ça peut passer par des maux de dos, par plein de choses, mais c'est vraiment pour moi le signal que, pour moi, c'est presque le signal, il faut changer, sinon je vais y laisser ma peau. Exactement. Et j'en parle parce que moi, j'ai vécu ça aussi, hein, même si j'ai pu trouver du sens dans l'enseignement pendant des années, au moment où j'ai plus ce sens, où je me suis rendu compte que ce que je voulais amener dans l'enseignement, je ne pourrais jamais dans cette structure-là. C'était comme toi, en fait. Hein. J'ai commencé d'avoir plein de soucis de santé et j'ai réalisé, après avoir démissionné, que je n'avais pas très loin du burn-out. Parce qu'il m'a fallu tellement de mois pour retrouver mon énergie que tout d'un coup, j'ai pris conscience que j'étais beaucoup, beaucoup plus épuisée que ce que j'avais imaginé. Ouais, ça c'est... Oui. Et ce que je trouve admirable dans ce que tu racontes aussi, c'est que tu n'as pas eu le soutien de ton entourage. Parce Alors, que ça peut quand même être... Non, mais ça peut quand même aider. Et là, de partir comme ça, seul, avec les gens autour de toi qui te disent « mais non », il devait y avoir quand même une force de vie à l'intérieur de toi très importante, quoi. De oui, résilience. en fait, c'est une force de vie. Je pense que c'est vraiment ça le terme. Et ce que tu as dit là tout à l'heure, quand tu as dit, mais pour moi, à un moment, c'était une question de vie, en fait. Mais moi, c'était ça. À un moment, je me suis regardée, j'ai regardé ma vie, je me suis dit, mais si ma vie, c'est ça, si la seule façon pour moi d'arriver au bout de ma vie, c'est avec ce chemin-là, ça vaut même pas la peine. Sauf que j'ai des enfants. Et pour moi, il est hors de question d'abandonner mes enfants aussi. Mais ça fait vraiment partie des choses qui m'ont traversé l'esprit. Pour moi, c'était vide de sens. Et à un moment, soit je savais que j'allais finir par me tirer vers le bas jusqu'à décider de partir, clairement, parce que pour moi, ce sont des enjeux comme ça qui étaient présents à ce moment-là. Soit à un moment, même rien que pour mes enfants, il faut que tu fasses quelque chose. Et dans le quelque chose, c'est tenter le tout pour le tout. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? Moi, il faut dire aussi que comme je m'étais déjà retrouvée sans rien, la faillite, même pendant 4 mois, je n'ai plus pu héberger mes enfants. J'ai été hébergée par un ami parce que j'avais même plus de logement. Enfin, il y a eu une situation un peu intermédiaire entre le moment où j'ai fait faillite et le moment où j'ai pu retrouver un logement avec un salaire et autres. Donc, même pendant 4 mois, Anne-Chantal, on se connaît un peu, on a déjà parlé des enfants. Tu sais que moi, j'ai quand même une maman très, très responsable et mes enfants, c'est très important dans ma vie. Pour moi, ça a été la fin de tout. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Je ne peux pas continuer comme ça encore à retomber systématiquement aussi bas. Et donc, à un moment, on se dit, bon, on va tenter le tout pour le tout. Et comme j'avais déjà vécu une situation d'échec très grande et que je m'étais rendu compte que malgré tout, j'en étais sortie, je me suis dit, ici, soit je continue sur cette voie que je connais déjà, mais je sais où elle va me mener. Si je continue 5 ans, 10 ans comme ça, je sais où ça va m'amener. Soit je retente le tout pour le tout, et même si je me casse la figure, je sais que je serai quand même capable de remonter. Donc, dans tous les cas, je préfère tenter quelque chose, certes, qui est risqué, mais qui me donne une éventualité d'une issue plus favorable plutôt que de rester là où je suis, alors que là, je connais l'issue d'avance, je la connais. Et effectivement, sans l'entourage, c'est un moment de toute façon se dire, mais qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, à quoi je veux que ma vie ressemble, qu'on me suive, qu'on ne me suive pas. À ce moment-là, j'avais pas d'homme dans ma vie non plus, donc j'étais seule avec mes enfants, donc même sur le plan financier, c'était excessivement tendu, j'étais seule pour tout assumer, donc j'avais même pas quelqu'un sur qui m'appuyer, me dire, bon, ok, je peux tester pendant quelques mois, si ça va pas, il y a quand même un salaire qui tombe tous les mois. Non, c'était moi et moi. Et moi, ce qui m'a vraiment permis d'y aller, c'est un moment il y a cette expression qui dit brûler les ponts derrière vous.
Et vous verrez, quand vous irez vite, eh ben, ça a été ça. Quand j'ai brûlé tous les ponts derrière moi, je me suis dit, bon, ben là, t'y vas, sans filet, t'as pas le choix, il faut que ça marche. Et donc, je me suis lancée et puis j'y ai mis toutes mes tripes, tout le sens que j'y voyais. C'était aussi pour moi un exemple pour mes enfants, dire, bon, ben, je vais leur montrer en fait que la vie, elle peut vraiment valoir la peine d'être vécue à partir du moment où tu t'autorises à faire ce qui va te faire vibrer. Aujourd'hui, ils sont tellement fiers. Ils sont tellement fiers de leur maman. Ça, c'est quelque chose qui m'a traversé plusieurs fois dans ce que tu partageais. C'est quand même quelque chose que j'entends beaucoup, moi, dans mes entretiens de clarification. Oui, mais j'ai des enfants à charge, déjà, pauvres enfants. Et je ne peux pas me permettre. Mais en fait, nos enfants, est-ce qu'on a envie de leur donner l'exemple de quelqu'un qui se résigne et qui est en train de s'éteindre à petit feu? Ou est-ce qu'on veut leur donner l'exemple de quelqu'un qui ose prendre des risques, qui ose essayer, quitte à se planter et à devoir recommencer? Parce que là, tes enfants, ils ont eu les deux choses. Hein. C'est ça. Moi, je pense que en tout cas, moi, ce que j'ai envie de montrer à mes enfants, ben, c'est cette capacité de résilience et aussi eh bien, d'aller s'écouter et de faire les choix qui sont justes pour nous, indépendamment de ce qu'on peut nous raconter à l'extérieur. Et j'écoutais une femme lumineuse, je ne sais pas si tu connais, qui a fait un live sur l'abondance et elle disait, mais suivre son cœur, tout ce qu'on fait à contre-cœur nous rend arides, mais pas seulement une histoire d'argent, mais ça nous rend nous-mêmes arides. Hein. Ça, c'est pas ces mots, hein, c'est moi qui utilise le mot aride, parce qu'on s'assèche en fait. On s'assèche, on se durcit, on se tend, parce qu'il faut tenir le coup, il faut tenir le coup, il faut tenir le coup. Tandis que quand on y va avec le cœur, ah ben oui, des fois, le cœur, il est un peu meurtri, mais il pulse, quoi. Et ça, c'est essentiel pour moi. Exactement, c'est ça, c'est quel est le modèle que je veux montrer à mes enfants. Est-ce que c'est le modèle de quelqu'un qui se résigne, qui se sacrifie parce que je dois m'occuper d'eux et finalement eux finissent par devenir un fardeau et comme tu dis, mes enfants à charge. Donc pour mes enfants, je me suis privée d'eux, mais moi j'avais pas du tout envie que mes enfants portent la responsabilité de mon bonheur parce que c'est ça le truc, c'est que si on se dit non mais moi je vais pas vivre mon rêve parce que je dois m'occuper de mes enfants, ben, ça veut dire que je suis en train de donner à mes enfants le poids d'un rêve que je ne me serais jamais autorisée à vivre. Mais c'est terrible, en fait, de faire porter ça à nos enfants. Donc, justement, le truc pour moi, c'est beaucoup plus inspirant de leur dire je t'aime, je vais être là à la hauteur de ce qui est possible d'être là pour toi, mais je ne vais pas sacrifier mon bonheur pour ta sécurité. Ensemble, on va aller créer un bonheur plus grand. Je vais te montrer que c'est possible d'y arriver. Je vais te montrer que quand moi je m'écoute, je te donne en même temps l'autorisation de t'écouter. Moi, c'est ce que je souhaite le plus à mes enfants. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis tellement heureuse de voir la voie qu'ils ont décidé de prendre. Et ceci dit, ils ont, enfin, surtout mon fils, enfin, quoique ma fille aussi, mais les deux ont tellement changé en même temps que moi. C'est incroyable les difficultés que j'ai eues avec eux à l'adolescence, justement parce que moi-même, je m'imposais de rester dans une espèce d'obligation et j'étais comme ça avec eux aussi. Du coup, je les amenais aussi à beaucoup voir la vie comme une succession d'obligations. Et en fait, on notait tous les trois très mal à ce moment-là. Très mal. J'ai eu beaucoup de conflits avec mon fils dans cette période-là. Et puis petit à petit, quand j'ai commencé à m'écouter, à reprendre soin de moi et à me dire, bon, ben, OK, mon bonheur va vraiment devenir ma priorité, je leur ai donné l'autorisation de faire pareil pour eux. Et aujourd'hui, on a une relation qui est tellement magique tous les trois. C'est incroyable. Et quand je vois comme ils ont changé tous les deux, ma fille qui est en train d'écrire un livre, elle vient d'acheter sa propre maison alors qu'elle a 22 ans. Elle est en train de monter son école de danse, elle fait des projets de dingue. Mon fils, pareil, qui a repris complètement sa responsabilité, qui s'est complètement réveillé par rapport à l'école, qui s'est rendu compte que tout reposait sur ses épaules. Aujourd'hui, il bosse, il a sa petite copine, il a des projets. Enfin, waouh! Et tout ça, c'est parti de moi quand je me suis donné l'autorisation de devenir ma priorité. Ça a tout changé tellement. Et pourtant, ça a été dur, hein, en tant que maman, sur avoir déjà fait vivre ce truc avec la faillite, me dire, oui, mais encore une fois, pareil, mon entourage, c'était pareil, oui, mais tes enfants dans tout ça. Sophie, tu ne crois pas que c'est égoïste, là, que tu fasses encore tes trucs pour toi? Ça a été dur, hein. Ça aussi, ça m'a demandé de le dépasser. Mais quand je vois où j'en suis aujourd'hui, où on en est tous les trois aujourd'hui, c'était le plus grand cadeau que je pouvais leur faire. Je trouve génial hein, ce que tu dis. Moi, j'ai aussi expérimenté ça. Alors, mon changement professionnel s'est fait plus tardivement que toi. Mes enfants étaient plus âgés, hein, adultes. Mais je vois aussi à quel point ils s'autorisent de plus en plus à être qui ils sont et à faire les élans qu'ils ont.
Voilà, il y en a un qui voyage depuis 2 ans. Ma fille en famille, ils ont voyagé pendant 6 mois. Donc, c'est toutes des choses. Si je recule, tu vois, si je mets à l'envers le truc, puis je me dis, mais s'il y a même 10 ans, peut-être même pas 10 ans, on m'avait dit que mes enfants feraient ça, je me serais dit, mais ça va pas, mais comment, à cause de cette sécurité, justement, ça serait venu me chahuter. Et au moment où j'ai pu dépasser, moi, cette notion de sécurité, puis que la sécurité, elle passe par faire les choses comme ci, puis comme ça, puis bien carré, le chemin qui est vendu dans notre société, quelque part, hein, mais qui nous endort aussi, je dirais. Eh bien, je vois qu'eux aussi, ils ont pu ouvrir, tu vois, même s'ils étaient déjà adultes. Exactement. On reste quand même le modèle, peu importe à quel âge, en fait. Et c'est fabuleux, on n'a même pas besoin de le dire. On incarne quelque chose qui devient une nouvelle référence pour eux et qui leur semble très accessible parce qu'en fait, on est parents. Donc, du coup, si c'est vrai pour papa, maman, parce que parfois, on peut voir des modèles à la télé, sur le web et autres, mais c'est loin de nous. Mais quand ce sont nos propres parents et donc ou nos enfants qui s'autorisent, c'est tellement proche de nous, ça déverrouille des choses chez les enfants. Et comme tu dis, peu importe l'âge, en fait. Ouais. Et donc, ouais, ça, c'est les fausses excuses, en fait, qui sont juste des prétextes pour se maintenir soi-même dans sa zone de confort. Parce que la réalité, c'est que c'est tout l'inverse qui se passe. C'est que Oui, ça fait tellement bien aux enfants. tout à fait, tout à fait. Sophie, comment tu as choisi, parce que bon, partir dans l'entrepreneuriat, ça peut être plein de choses. Donc, comment tu en es venue à choisir le métier de coach, en fait? Ah, alors là, c'est quand même un cheminement qui s'est fait de façon très progressive. Donc, effectivement, moi, ma première étape a d'abord été de m'inscrire à l'Académie Zéro Limite parce que j'avais entendu parler Martin Latulip, donc pour les personnes qui ne le connaissent pas. Donc, c'est un grand entrepreneur qui accompagne à travers sa formation des futurs entrepreneurs à développer leur business et essentiellement sur le web. Donc moi, ce que j'avais entendu à l'époque et qui m'avait vraiment fait rêver, c'était la perspective de développer un business que je vais pouvoir mener de partout dans le monde. Donc pour moi, c'était ça mon rêve, c'était de pouvoir voyager, c'était d'aller vers davantage de liberté, puisque ce que j'avais fait jusque-là, c'était prof, c'était mes horaires, c'était mes classes, c'était bon, toujours au même endroit, les mêmes personnes. Ensuite, il y avait eu mon commerce, mais là, c'était un commerce physique, donc c'était pareil, c'était arrivé tous les jours au même endroit, voir les mêmes têtes, machin. Et moi, j'avais vraiment envie d'ouvrir là. Même si je savais que ce n'était pas pour tout de suite, parce que mes enfants étaient encore petits, mais je savais quand même qu'à un moment, ils allaient grandir, ils allaient quitter Nice, qui est le cas aujourd'hui. Et donc, moi, au départ, c'est ça qui m'a attirée, c'était l'idée de pouvoir développer un business sur le web à partir de rien. Et ce qui me séduisait là-dedans aussi pour moi, c'était l'idée de ne pas devoir investir, puisque vu la faillite et les endettements personnels que j'avais eus, c'était bon, bah là, OK, tu as ton ordinateur, ton PC, une connexion Internet, donc ça ne fait pas des investissements de malade, donc tu n'as pas de nouveau à t'endetter ou à devoir négocier avec des banques pour démarrer ton business. Donc moi, au départ, c'était juste ça, mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Juste, j'étais dans l'enseignement, maman de 2 enfants, et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et puis, j'ai commencé la formation et progressivement, j'ai commencé aussi à entamer ce gros travail sur moi parce que je me suis évidemment rendu compte que moi-même, il y avait des choses que j'avais besoin de transformer par rapport à toutes mes croyances, même sur la réussite, par exemple, parce que ce que j'avais vécu là, j'étais quand même encore fortement enfermée dans la peur de l'échec, dans la peur de revivre de nouveau ce chaos. Et donc là, j'ai commencé à faire ce travail sur moi aussi de reprise pleine de responsabilité de ma propre vie. Et puis là, j'ai commencé à me rendre compte que les outils qui avaient été mis à ma disposition, entre autres par Paul Pironnet avec la PNL, quand je les appliquais dans ma propre vie, il y a des choses de dingue qui se passaient. Et donc, ça m'a amené progressivement à me rendre compte que j'étais capable de changer mes relations, que j'étais capable de changer aussi mon état interne. Moi, je suis quelqu'un de très émotif, je suis quelqu'un de très entier. Les émotions m'ont très longtemps fortement submergée et m'ont amené aussi du coup à vivre des épisodes down qui étaient vraiment très douloureux sur le plan émotionnel. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de choses qui commençaient à bouger concrètement en moi. Et puis, inévitablement, si je reviens sur mon intention quand j'étais enseignante, c'était vraiment d'aider à grandir, d'aider à se réaliser. C'était ça que je voulais pour les jeunes. Et là, tout à coup, je commence à me rendre compte que je suis capable d'appliquer ça sur moi, alors que j'avais l'impression de venir quand même de très loin. Puis là, je me suis dit, mais moi, c'est ça que je vais apporter aux gens. Si d'où je viens, je suis capable moi-même de reprendre le contrôle sur ma vie de cette façon-là et d'arriver dans cet état de bien-être, d'être capable de rêver à une vie complètement différente, mais moi, je veux aussi montrer à d'autres que c'est possible. Donc, ça a démarré là. Mais au début, je n'étais pas encore prête pour le coaching. Au début, c'était plutôt
moi aussi, je vais faire des programmes où je vais montrer qu'il y a des outils qui permettent blablabla. Et puis, j'ai fait une rencontre de la personne avec laquelle je me suis formée en coaching qui m'a amené une vision du coaching qui m'a vraiment séduite. Où là, je me suis dit, waouh! Parce qu'en fait, moi, ma vision du coaching à l'époque, c'était un peu, il y avait deux versions. Il y avait la première version qui était proche de la thérapie. Donc, la thérapie, c'est t'écoutes les gens raconter leurs problèmes et on se roule un peu dans les problèmes. Parce que moi, j'avais pas mal vécu en thérapie. Parce qu'il faut savoir que j'ai vécu beaucoup de thérapie en tant que patiente pendant mes jeunes années. Enfin, forcément, difficulté avec ses émotions. Donc, on va souvent chez le psy. Mais ça ne m'avait pas vraiment aidé à m'en sortir. Donc ça, c'était ma première version du coaching. C'était un truc qui ressemblait à de la thérapie. Moi, je n'avais aucune envie de ça. Deuxième version du coaching, c'était allez, on y va, on fixe des objectifs, on y va, on déchire tout sur son passage. Oh, et ça ne me faisait vraiment pas rêver non plus. Et moi, je ne voulais pas de ça. Donc le coaching, pour moi, ce n'était pas pour moi, vraiment pas. Et puis est arrivée cette personne qui a amené une vision du coaching qui était beaucoup plus proche de l'humain, beaucoup plus respectueuse de son rythme, de son écoute intérieure, mais en même temps où on y va quand même. On passe à l'action quand même. On n'est pas juste en train de se rouler dans ses problèmes pendant des années, à dire, oh là là, oui, c'est parce que mes parents, machin, machin. OK, ça, j'avais fait et ça m'avait amené nulle part. Et donc là, c'était vraiment pour moi le mix entre les deux. À la fois, OK, je m'écoute, je me considère, je suis proche de moi, je suis bien attentif à ce qui parfois est difficile, mais en même temps, je trouve une façon pour dépasser tout ça et pour avancer quand même. Et puis là, j'ai décidé de me former en coaching. Et puis là, c'était pour moi la révélation quand j'ai vu à quel point ça permettait de transformer des vies. Donc, tu vois, ça a été progressif. En fait, c'est pas que je me suis dit, OK, je m'inscris à la Z, je veux être coach, machin. C'était pas du tout ça. C'est d'abord passé de mon désir d'être libre. Ensuite, la rencontre avec le dev perso à travers la PNL. Ensuite, ah, tiens, le coaching, finalement, c'est pas mal. Et puis, voilà, tout s'est enchaîné. Et puis, des tas d'autres formations, évidemment, qui sont venues compléter tout ça. Mais comme quoi, ça ne passe pas forcément comme on le raconte souvent par « Waouh, ça y est, j'ai trouvé mon truc ». Non, pour moi, ça s'est vraiment fait progressivement, mais surtout par des décisions qui ont été prises les unes derrière les autres. OK, ça m'appelle, j'y vais. Ah, ça m'appelle aussi, OK, j'y vais. Et puis petit à petit, l'enchaînement, tout ça a fini par faire quelque chose de cohérent qui est la version Sophie 2022 et où là, OK, maintenant, waouh, je me sens tellement à ma place avec tout ça. Mais ça m'a demandé à chaque fois de prendre une décision sans être forcément sûre de là où ça allait m'amener, mais quand même prendre une décision qui allait dans le sens de j'avance en fait, j'avance. Oui, je trouve intéressant parce que, tu vois, moi qui accompagne des gens, puis je leur demande de leur faire leur plan d'action, et je dis toujours, OK, vous pouvez avoir les étapes de votre vision, mais développer que les 2 premières étapes, parce que si on met déjà tout en place comme ça, on se ferme à cette ouverture de possibilités, d'opportunités qui peuvent arriver. Je disais, c'est un peu comme si tu grimpes une montagne, puis tu regardes juste devant tes pieds, tu vois, pas à pas, puis tu ne vois pas qu'ils ont fait un nouveau chemin, qui est un raccourci qui va te faire gagner 2 heures pour la montée, et de ne pas tout saucissonner, tout décider à l'avance, mais de partir avec, OK, ma prochaine étape, ça va être ça. La seconde, j'imagine que ça va être ça. Les autres, je verrai quand j'aurai avancé. Comme, en fait, de se laisser surprendre par la vie, parce que c'est ça qui arrive, en fait, c'est de se laisser surprendre. Parce que quand on entend la vision que tu avais du coaching, ça me fait rire. C'est ça. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'en fait, moi, j'ai été accompagnée par une femme, c'est ni de la thérapie, ni du coaching, je ne sais pas trop expliquer comment elle fait ça, mais elle a une phrase, elle dit toujours, l'analyse du fumier, donc nos fumiers étant la merde et le bon qu'on a vécu autrefois, n'a jamais fait pousser la plante, c'est-à-dire nous. Et je trouve ça tellement pertinent parce qu'à un moment donné, à force de regarder le nombril, c'est sûr que ça sert à rien, quoi. Exactement. On n'est pas plus équipé pour savoir comment faire différemment. Absolument. Non. Ouais, c'est vraiment ça. Et le côté bou, ça aussi, chez moi, ça amène des réticences, quoi. Donc, je trouve super comment tu es arrivé à ça, quoi, à ce métier de coach. Oui. Et puis, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer maintenant? Parce que dans le coaching, il se passe plein de choses, mais quels sont les moments où tu dis, waouh, là, où vraiment ça vient renforcer encore plus profondément ta conviction que tu es au bon endroit? Écoute, je l'ai encore vécu ce matin, figure-toi. J'ai encore vécu une séance de coaching. Donc, c'est une première séance avec une cliente. Donc, première fois vraiment qu'on commence à bosser sur son histoire.
Elle arrive parce qu'elle veut développer son business. Donc, on parle de son business. Son business est en lien avec le fait d'aider les mamans. Donc, le fait que ce soit des mamans, c'est important, qui sont en burn-out à sortir évidemment de cet état de surcharge mentale et de façon perpétuelle. Et on commence à discuter et progressivement, je me rends compte que cette personne, au niveau de son foyer, porte énormément de choses. Donc, elle est encore un petit peu elle-même empêtrée dans le sujet qu'elle se prépare à développer pour son propre business. Et donc, on va bosser là-dessus. Et progressivement, en fait, elle finit par me dire que dans la culture, donc elle vit au Maroc, que la culture dans laquelle elle vit, on a encore une grosse disparité entre la répartition des tâches hommes-femmes, papa, maman. Les papas sont très peu impliqués dans l'éducation des enfants. Et donc là, je perçois chez elle qu'il y a vraiment ce désir, alors pas tout à fait inconscient, mais pas tout à fait conscient non plus, que son époux prenne davantage sa place de papa et se sent davantage aussi impliqué dans toutes les obligations liées aux enfants, alors qu'il a tendance plutôt à rester centré sur son boulot, ses activités, et puis elle doit gérer le reste. Et donc, pour moi, les moments magiques, ce sont ces moments où, comme on l'a vécu ce matin, à un moment, elle arrive pour un sujet et elle pense que son problème, il est là. Elle pense que, OK, mais moi, il faut vraiment que j'arrive à développer mon truc parce que quand je l'aurai développé, alors moi aussi, j'aurai ma propre vie, machin, machin. Et puis, à force de discuter, en fait, je perçois que le problème n'est pas du tout à cet endroit-là, mais le problème, il est juste dans sa façon, elle, d'être capable de prendre la place de femme qu'elle a envie d'avoir à côté de son mari. Et là, il y a eu un moment, le truc pour elle, c'est tellement ça. Et moi, mes moments de grâce, ce sont ces moments où je parviens en fait à mettre en lumière ce qui n'était absolument pas identifié par la personne, mais qui est le nœud du problème. Donc pour moi, c'est les moments où là, on arrive vraiment sur le sujet qui va permettre de tout changer. Et c'est souvent ce qui se passe en fait dans toutes sortes d'accompagnements, c'est qu'en fait, on a tendance à rester un peu trop sur le sujet qui a été identifié par la personne et on va creuser là, creuser là, creuser là, creuser là. OK, on arrive à un semblant de solution seulement 2 ans ou 6 mois plus tard, la personne revient parce qu'elle est de nouveau retour à la case départ. Et moi, mes moments de grâce, ce sont ces moments où je me dis, OK, là, on tient quelque chose qui va permettre à la personne que tout change. Son énergie a changé, son leadership a changé, ce qu'elle a envie de créer a changé. Et là, c'est bon, elle s'est vue reconnecter avec son mari dans un amour qui soit vraiment de l'union réelle. Il y a vraiment une plein de choses. Elle a vu comment ça allait impacter les enfants, elle a vu comment ça allait impacter son business. Et là, ça y est, en fait, tout redevient possible. Alors qu'au début, OK, elle était là, je vais développer mon business, mais ça va être dur parce qu'évidemment, on a de façon inconsciente, mais je ne me sens pas tant soutenue que ça. Et puis là, ça vient faire sauter vraiment le verrou qui fait que ça va tout changer. Et moi, mes moments de grâce, ils sont là. Ils sont quand je me rends compte que je peux intervenir à un endroit où ça va faire radicalement la différence dans la vie de quelqu'un et où ça va vraiment l'amener à toucher enfin à cette autre vie à laquelle elle aspire vraiment, mais qui lui semblait tellement inaccessible. Moi, c'est ça mes moments de kiff. Enfin, d'ailleurs, quand j'en parle, je suis toujours comme ça parce que ça se sent que c'était tes moments de kiff. Et alors, voilà, ce matin, j'ai eu un moment tellement... Mais c'est vraiment la différence entre ce que tu appelais le coaching thérapie et ce que tu fais. Parce que pour moi, ce qu'on a conscience qui ne va pas, on va pouvoir le changer. Donc, si on n'arrive pas à le changer, c'est qu'il y a quelque chose caché derrière dont on n'a pas conscience qui fait qu'on retombe toujours dans le même truc. Et c'est sûr que le moment de grâce, c'est quand on peut aller voir ce qu'il y a là derrière, quoi. Ça, c'est clair. C'est clair. Oui. Et ça se voit, c'est ça qui est magique, c'est que ça se voit, la personne, son oui. visage change, sa façon de tenir, elle s'est redressée, c'était waouh, ça y est, là j'avais de nouveau la Wonder Woman face à moi qui a envie d'être la femme sexy à côté de son mari, mais qui se sent aussi être capable d'être la mère qu'elle a envie d'être, et aussi capable d'être cette femme qui va inspirer d'autres femmes au Maroc, à dire ok, les girls, on en est où là? C'est quoi la place qu'on veut avoir à côté de nos hommes? Et donc voilà, pour moi c'est ça, c'est la reconnecter vraiment à un truc là qui fait que ça va tout changer. Clairement, ça va tout changer. Donc, c'était magique. Elle n'est pas du tout venue pour ça au départ, mais son point de départ, il est là. Ensuite, on va aller s'occuper de son business. Mais tant qu'elle ne devient pas cette femme capable de porter un business avec l'ampleur, évidemment, qu'elle projette là, parce elle veut créer un truc énorme. Sauf que là où elle en était, elle n'avait pas les épaules solides parce qu'il y avait encore des trucs là qui n'étaient pas du tout alignés. Donc, c'est la ramener dans cet alignement. Et après, OK, let's go, c'est parti. Magnifique, magnifique, Sophie. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien et moi, je finis toujours avec la même question.
Ça veut dire que si tu devais donner un seul conseil aux personnes qui maintenant s'ennuient dans leur job, ils n'en peuvent plus et ils ont envie de changer, mais ils se sentent vraiment démunis, quel est le conseil que tu donnerais pour initier ce tournant dans leur vie? Moi, je dirais, alors d'abord, j'ai une première réponse qui m'est venue, qui était, moi, une question qui a vraiment changé beaucoup de choses, c'était, et si dans 5 ans, rien n'a évolué, tu seras où? Mais bon, ce n'est pas encore ça qui va vraiment permettre de passer à l'action. Moi, ce serait de s'entourer de personnes qui se sont elles-mêmes autorisées. Ce que tu fais ici, Anne-Chantal, c'est fabuleux. C'est vraiment d'ouvrir la voie, c'est de prendre toute une série d'exemples de personnes qui ont fait le chemin. Et je sais que pour moi, ce qui a beaucoup changé, c'était de m'entourer de gens, justement, qui étaient 1 ou 2 ou 3 étapes avant moi, pour me rendre compte, pour envoyer à mon cerveau un message de « c'est possible ». C'est du réel. Et donc, ça a été progressivement de changer cette croyance autour de non, mais il y a tous ces risques-là. OK, oui, il y a des risques, mais il y a aussi tellement de bénéfices. Et plus je vais m'entourer des gens qui ont déjà touché à ces bénéfices-là, et plus ça va me sembler être proche de moi, et plus ça va me permettre aussi de réaliser que c'est possible aussi pour moi, parce que ces gens-là, finalement, quand je m'en approche, quand je discute avec eux, et c'était le cas avec toi, avec des tas de personnes, en fait, c'est de se dire, OK, mais cette personne-là, elle n'est pas si différente que ça de moi. Donc, si elle a pu, je peux aussi. Donc, pour moi, la première étape, c'est ça, c'est de se rapprocher de gens qui eux-mêmes ont franchi les étapes. Comme toi, tu fais partie de ces personnes-là. En plus, toi, tu as évidemment après tous les outils qui permettent vraiment d'être accompagné dans le processus, mais rien que d'être plus proche de toi à travers un accompagnement, un programme, ou bien une conférence, peu importe, mais c'est progressivement de s'entourer de gens qui eux-mêmes ont franchi le truc. Et c'est là, en fait, que ça commence à... C'est comme on est... Il y a toujours enfin, ça vient de statistiques, je ne sais plus très bien qui avait mis ça en lumière, mais on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si je suis entourée de gens qui croient que, ah non, mais on peut déjà se considérer comme étant très chanceux d'avoir un boulot, d'avoir notre maison. Si on est constamment entouré de gens qui ne tiennent que ce discours-là, ça finit par devenir notre unique réalité. Par contre, si on s'entoure de gens qui osent vivre leurs rêves et qui, tous les jours, disent non, mais regarde, j'ai fait ça, j'ai testé ça, j'avais peur, je croyais que j'y arriverais pas, mais j'y suis arrivée, regarde où ça m'a amené. Et en fait, ça commence tout doucement à nous amener dans une réalité différente. Pour moi, la première étape, c'est celle-là, c'est s'entourer de gens qui croient, qui réalisent des choses qui sont différentes et qui vraiment vont nous permettre de nous rendre compte que ça va être possible pour nous aussi. Eh bien, merci beaucoup. Ton conseil me parle beaucoup. Et j'ai fait mon Facebook Live aujourd'hui sur le thème de s'entourer. Ben voilà. Sans Et savoir. tu amènes encore une autre chose, mais c'est sûr que c'est très, très inspirant. Ouais. Très inspirant d'avoir des personnes qui ont des pas d'avance sur nous et de pouvoir, quelque part, c'est un peu comme si ils avaient déjà marché dans la grosse neige et que du coup, nous, on voit où il faut mettre les pieds pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment C'est ça. Et très puis beau. le fait que l'autre, on se dit, ah bah ok, il y arrive, ah bah ok, il y arrive. Et comme tu disais tout à l'heure, je suis tellement d'accord avec toi sur le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les étapes, juste se laisser l'espace aussi. Mais là, c'est pareil, en fait, ok, la personne devant, elle n'a pas toutes les étapes, mais je vois qu'elle y arrive. Donc, je vais juste marcher dans ses pas et ça va être beaucoup plus confortable pour moi aussi. Et puis même dans les moments où je serai essoufflée, bah, la personne, je lui dirai, oh coucou, là, c'est compliqué. Ok, elle va se retourner, elle va me tendre la main, elle va me dire, attends, essaie ça, moi, c'est ça que je suis en train de faire. Mais il ne faut pas rester seul. En tout cas, s'il y a bien un truc, c'est ne pas rester seul. Il y a des moments où j'ai essayé, moi, où c'était compliqué, où je me suis un peu enfermée dans ma solitude parce qu'on n'a pas envie de dire que c'est compliqué. C'était les pires moments, c'est le moment où j'ai le plus plongé vers le bas. Et chaque fois que j'ai eu de nouveau le courage de m'entourer et de dire à quelqu'un, coucou, là, j'ai besoin d'aide, chaque fois, c'était des paliers qui se passaient des uns après les autres. Donc oui, je suis tellement d'accord avec toi. Oui, oui. Et moi, ce que je peux quand même voir, c'est que ces entrepreneurs qui nous entourent, qui ont des gros business, ce que je me rends compte, c'est que là, ils sont jamais seuls. Ils font partie de mastermind, ils font partie de groupes, ils sont pas seuls. Et ils ont une équipe qui les entoure. Mais il y a quelque chose de, je sais pas comment dire ça, qui nous parasite par rapport à ça. Je crois qu'on a vécu dans une société qui a tellement mis en valeur, mis en avant le fait d'être fort, d'être capable de se débrouiller tout seul.
il y a presque un côté très orgueilleux là-dedans, et je trouve qu'on avance beaucoup plus vite quand on a une forme d'humilité et de reconnaissance qu'on a des limites, quoi. Moi, je me rends compte que, bah oui, là, je suis en train de faire un lancement. Ben, j'ai pris une équipe pour m'aider. L'année passée, j'ai voulu faire toute seule. J'ai trouvé ça, j'ai fini, mais complètement cramée, vraiment. Et je me suis retrouvée à devoir faire des tâches que je ne maîtrisais pas bien, parce que même si tu as suivi des formations, ben, des gens qui font ça depuis 15 ans, forcément qu'ils ont l'expérience que toi, tu n'as pas. Donc, je vois à quel point c'est plus léger, même si c'est ma formation, donc je suis porteuse du projet quand même, mais de m'être entourée, à quel point c'est soutenant, aidant, et plus joyeux aussi de pouvoir échanger. Tout à fait, ça fait une telle différence. Et pour les personnes peut-être qui disent, oui, mais moi, je n'ai pas les moyens, parce que moi, j'étais beaucoup là-dedans. Oui, mais moi, je n'ai pas encore les moyens de payer quelqu'un, machin, machin, machin. Le nombre de personnes qui sont prêtes à faire du bénévolat, l'espace évidemment de quelques semaines, quelques mois, juste parce qu'on vibre suffisamment son projet, peu importe, qui fait voilà, on attire à soi. Là, moi, je viens de monter une équipe pour organiser la journée de l'audace en Belgique, donc qui aura lieu en janvier. J'ai monté une équipe de bénévoles. J'ai 17 bénévoles dans mon équipe. 17 personnes ont accepté aujourd'hui, bossent avec moi, font la com. C'est une équipe de dingue. C'est des gens qui ont des compétences de malades, qui sont hyper engagés, ils sont là en fait. Donc, il y a des endroits où maintenant, j'ai la chance de pouvoir m'entourer de personnes que je paye, mais pas que. Mais pas que. Et donc, par exemple, sur des projets comme ceux-là, le fait de me dire que j'ai été capable d'attirer 17 personnes qui ont dit « Ok, Sophie, on va bosser avec toi gratos parce que c'est juste on a envie de croire à ton truc. » Parce que, donc, bien souvent, on se trouve tellement d'excuses pour ne pas sortir de sa zone de confort. Parce que, oui, évidemment, ça demande de l'humilité de dire, bon, ben là, j'ai besoin d'un petit coup de main là-dessus, mais par contre, je ne vais pas pouvoir payer une équipe pour monter la journée de l'audace. Parce que l'idée, ce n'est pas de se faire de l'argent avec ça. L'idée, c'est d'offrir une journée de dingue au public. Mais, donc, à un moment, ça demande aussi l'humilité de dire, bon, ben voilà, moi, j'ai besoin d'une équipe, mais je ne peux pas vous payer. Ça demande de l'humilité de faire ça. Oui. Seulement, on a tellement envie toujours de montrer de nous l'image de quelqu'un qui réussit, qui s'en sort, comme tu dis, tout seul. Non, mais ça va, c'est bon, je vais gérer, machin, machin. Et en fait, on est juste en train de se ralentir, de s'auto-saboter quand on fait ça. Donc, je te rejoins tellement. Ouais. Et tu vas toucher quand même, parce que moi, j'ai cette conviction profonde que l'être humain, intrinsèquement, fondamentalement, il a envie d'aider son prochain. Et que c'est toutes les couches qu'on met après de la société, de l'éducation, de peur qu'on prend comme ça, ça peut être notre milieu familial, de plein de choses qui font qu'on se renferme, et qu'on est on a peut-être moins l'élan d'aider par peur de manquer nous. Mais naturellement, l'être humain, il a envie d'aider son prochain. Pour moi, c'est une évidence. Et c'est en s'écoutant et en enlevant ces couches de protection qu'on retrouve cet élan. Et ce qui permet, moi je peux voir des gens qui m'ont aidé, c'était bénévolement, quoi. Je me suis fait coacher par certaines personnes qui vendent certainement leur coaching très très cher. Et puis, ils l'ont fait volontiers. C'est ça. Donc, quand on veut vraiment, on trouve les solutions. Oui, vraiment. Ceux qui se retranchent derrière, non, mais mes enfants, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas le budget, j'ai pas ceci. OK. Et si à un moment, tu laissais tomber tout ça et que tu disais, bon, qu'est-ce que je peux faire là, à partir de là où je suis ici et maintenant? Si je regarde concrètement ma situation, qu'est-ce que je peux faire déjà à partir de là où je suis ici et maintenant, sans m'imaginer que ce serait tellement plus facile si j'avais plus de ceci, plus de temps, plus d'argent, plus d'amis, plus de références, plus de communauté. Non, à partir d'ici et maintenant, qu'est-ce que je peux déjà faire que je ne fais pas? Et que je sais pourtant que si je le faisais, ça changerait quelque chose. Mais il y a une part d'ego, une part de peur, une part de je ne sais pas quoi qui fait que j'y vais pas. Parfois, c'est exactement ça. Et j'ai eu moi aussi beaucoup de choses à dépasser par rapport à tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas demander. Alors, c'est quand même dingue que j'ai réussi à attirer 17 personnes dans une équipe. Moi qui ne sais pas demander parce que je me sens toujours redevable. J'ai toujours l'impression que dès qu'on me donne un morceau de pain, je dois rendre la baguette entière, tu vois. Donc, aujourd'hui, quand je vois ce que j'arrive à... Mais ça m'a demandé vraiment de me regarder, en fait, de dire, mais arrête de te raconter du bullshit, Sophie, c'est toi le problème dans le truc. C'est pas que les gens vont te demander des trucs en retour, c'est juste toi qui n'oses pas parce que t'es enfermé dans tes peurs.
Donc, regarder ses peurs en face et quelque part, ça ne veut pas dire de la mettre de côté, mais c'est de pouvoir la regarder puis dire, mais cette fois-ci, je ne t'écoute pas, en fait. C'est ça. Ouais. Exact. Bien. Eh ben, merci beaucoup, Sophie. Tu nous as donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Je pense que les gens qui t'écouteront auront de nombreuses pistes pour initier un changement professionnel. Ben, voilà, toutes les personnes qui ont écouté l'entretien, vous pouvez retrouver les liens aux réseaux sociaux de Sophie, son site internet, et puis ben, à ton école de coaching que je vais aussi mettre pour cette première, en fait. Hein, c'est ta première volée. Donc, Absolument. C'est la toute première cohorte, là, 2022. Un sacré challenge aussi. Qui m'a demandé aussi de dépasser bien des croyances, mais un vrai projet de cœur. J'ai tellement hâte. On est une super cohorte. Donc, merci infiniment à toi, Anne-Chantal, pour cet échange qui correspond à nos échanges habituels. Hein, ceci dit, voilà. je pense qu'on était un peu dans le même. On est vraiment très, très raccord sur beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, merci à toi de m'avoir donné l'occasion d'être dans cet échange de qualité avec toi ici aujourd'hui. Et puis, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et puis, regardez ce qui résonne pour vous et ce que vous allez piocher et en faire quelque chose pour votre propre parcours. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. En tout cas, bon vent à toi. Et puis, vous qui nous avez écoutés, bonne pioche. Voilà. Je vous dis à tout bientôt dans un nouveau Ils ont osé. Au revoir. Au revoir.